Oh là 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 là. Bon, ça va être compliqué de trouver 5 réactions sur ce Grand Prix là, parce que c'est chiant, hein. Oh putain. Oh là là, on s'est fait chier. Putain, on est en décrescendo, c'est pas bon ça. On part en vacances pas sur du positif là. Ce Grand Prix d'Autriche 2020, incroyable. Grand Prix de Styrie 2020, bon, sur le même tracé, mais ça allait. Grand Prix de Hongrie 2020, oh putain, on s'est fait chier. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Hongrie 2020. Il y a un peu de Ferrari, un peu de Racing Point, surtout de la Mercedes. Un petit peu des As, vous allez voir. Première réaction, évidemment, c'est sur Max Verstappen. Oui, parce que Max Verstappen, finalement, c'est un petit peu le pilote qu'il fallait surveiller ce week-end. Un garçon tendu, hein. J'ai l'impression que là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il est en dax. Il est en dax, le Max. Je ne sais pas pourquoi. Il est en dax en interview, il est en dax à la radio, il est en dax en piste. Qu'est-ce qui se passe, Max? Qu'est-ce qui se passe? Punaise, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu partes en vacances, faut que tu décompresses, faut que... Je sais pas, faut faire quelque chose. Là, clairement, faut faire quelque chose. Ça commence très mal, puisque la Red Bull, mine de rien, elle est pas si à l'aise que ça sur ce tracé du Hungaroring. Ce qui est d'autant plus étonnant, puisque généralement, le Grand Prix de Hongrie, ce circuit particulier, bien demande beaucoup d'aéro, et surtout un très bon châssis. Ce dans quoi excelle Red Bull. Donc on s'attendait à une bataille beaucoup plus resserrée entre Mercedes et Red Bull. Bon bref, ça commence pas très bien en qualification pour Max Verstappen, puisque déjà il tape que la 7e position sur une piste mouillée. P7 avec sa Red Bull, on se dit qu'il y a un véritable problème chez Red Bull. On parlera d'Alex Albon juste après dans les qualifs. Mais pour Red Bull, ça s'est pas super bien passé. La course. Mais avant la course, il y a le tour de mise en grille. Alors le tour de mise en grille, pour les petits nouveaux, c'est quand tu sors de ton garage, là ça y est, t'es le matin, machin, la course va arriver, bon bah faut sortir la bagnole du garage et aller sur la grille. C'est ce qu'on appelle un tour de mise en grille. Donc tu sors du garage, tu fais un tour du circuit, tu te mets sur la grille et c'est bon. Bon, généralement on peut faire jusqu'à 2 ou 3 tours de mise en grille en repassant par la voie des stands. Le petit Max Verstappen là, se retrouve avec des pneus intermédiaires puisque la piste est mouillée, voire peut-être un peu grasse entre guillemets, puisque on est sur une piste séchante. Des conditions changeantes, assez intéressantes d'ailleurs pour le spectacle. Bon alors forcément il cherche un peu les limites de grip de la voiture, etc. un peu à l'attaque pour savoir où est-ce qu'il peut attaquer, où est-ce qu'il ne peut pas attaquer, etc. Puisqu'après, eh bien on aura un tour de formation. Généralement tu le fais pas à l'attaque et donc t'as peu d'a priori de savoir où est le grip. Ensuite t'as le départ, donc forcément bon bah on essaie de trouver, d'appréhender au mieux la piste. Dans l'avant-dernier virage du circuit, le monsieur bloque ses roues et se retrouve en perdition glissade assurée dans le mur. Il casse la suspension avant gauche, arrive quand même à revenir sur la grille de départ, sans son aileron avant tout de même, ça commence à faire beaucoup de pièces, n'est-ce pas Helmut Marko? Et les mécaniciens ont donc 15 minutes pour changer une suspension. Mécano gives you wings, puisque les mécanos réussissent à changer la suspension. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est légal, tout ça, machin? Alors, la voiture est sous régime de parc fermé, c'est-à-dire que du samedi, à partir du moment où elle a pris la piste, jusqu'au dimanche, et même jusqu'à la fin de la course, on n'a pas le droit de changer les réglages de la voiture, on n'a que le droit de changer peut-être l'angle du flap avant de l'aileron avant, et peut-être une autre chose, je sais même pas si les pressions on a le droit de les changer. On peut changer 2-3 petites choses, mais pas de réglage majeur, en tout cas pas les suspensions pour le coup. Mais a priori, si tu remplaces ta suspension et que tu la remets en réglage comme c'était en cas de régime de parc fermé, dans ma tête, ça me paraît pas déconnant. De même quand tu changes d'aileron avant. Si tu changes d'aileron avant, tu dois remettre probablement le même ou la même spécification. Ça ne devrait pas changer de... Donc, je sais pas si c'est légal, mais en tout cas, ça me paraît pas une énorme question à se poser. J'ai peut-être tort. Vous me direz dans les commentaires, de toute façon, là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore la confirmation, donc bon, bah vous me direz dans les commentaires, évidemment, quand ça sortira. Voilà. Bon, ceci dit, le petit Max Verstappen, quand même, fait une très belle course, puisqu'il fait un départ absolument canon, il arrive à passer tout de suite Lance Stroll, enfin tout de suite, non, au bout de quelques tours quand même, hein, il a mis du temps à passer Lance Stroll, qui lui était très bien parti aussi, puisque Bottas et Perez se sont effondrés sur le départ. Verstappen fait une très bonne course, P2 à l'arrivée, peut-être même inespéré, pour conclure un week-end où ça a été vraiment très tendu pour lui. Il le sentait, il l'a dit à la radio, etc. En plus, Bottas revenait sur lui.
Ils ont essayé de faire toutes les stratégies chez Mercedes un peu agressives pour prendre le dessus sur Max Verstappen. Ça n'a pas marché. Verstappen ramène encore une fois 18 points. C'est beau, compte tenu de là où il partait. Et ça fait... Alors, est-ce que on peut avoir peur pour les Red Bull pour après, pour la suite de la saison? Oh, je suis pas sûr, mais non, je suis pas sûr. Vous allez savoir pourquoi, parce que là, on va en parler dans quelques instants. Deuxième réaction, évidemment, les Non. Les qualifications d'abord. Il y a du spectacle, il y a pas mal de choses, les pilotes sont à l'attaque, les temps tombent au fur et à mesure, la piste change, enfin bref, ça fait kiffer. La Q2, 2 Williams en Q2 les potes, 2 Williams. Dites-moi dans les commentaires depuis quand ça n'est pas arrivé, parce que je pense que c'est pas arrivé depuis un petit 2016, je dirais. Bravo George Russell, P12, évidemment. Nicolas Latifi, bon, P16, mais il passe quand même en Q2, faut le faire. Ça fait plaisir, George Russell... Il est surtout devant Alex Albon, P13, son pote là. Et ouais. Continuez de me dire que c'est un problème de pression chez Red Bull. Oui, bien sûr. Bien sûr. On vous voit, hein, les gars qui ont craché sur Gasly en me traitant de trop chauvin, de ceci, de cela. Oui, ouais. Ouais, en disant qu'Albon était une fusée. Ouais, oui, bien sûr. Le problème, ça a toujours été le pilote dans la Red Bull numéro 2. Hein. Même du temps de Vettel et de Mark Webber. Le problème était le pilote, évidemment. Bon, très bien. Je reviendrai plus là-dessus, évidemment. Bon, P13, on est forcément déçu pour Alex Albon parce que avec la voiture qu'il a et le talent qu'il a, normalement, il est censé se retrouver bien plus haut sur la grille de départ et nous mettre des jolis dépassements, ce qu'il a fait pendant la course d'ailleurs. Donc bon, voilà. Bref, écoute, hein, ça arrive. Va falloir commencer à se reprendre un petit peu parce que Marco, il commence à s'appassionner. Ce qui est un peu bizarre. Bon, et alors forcément, on va parler un petit peu de la Q3. Alors, j'allais dire que le temps de Lewis Hamilton, la pole position de Lewis Hamilton a été stratosphérique. Faut dire que quand tu vois le on-board, c'est stratosphérique. Le mec freine tard, rentre, met un coup de volant, rentre dans la courbe, il n'y a pas de survirage, il n'y a pas de sous-virage, la voiture ne bouge pas. Dès qu'il a touché le point de corde, il met pied au plancher, la voiture ne bouge pas en réaccélération. J'allais dire stratosphérique. Le Lewis Hamilton est stratosphérique, sauf que Bottas est à 1/10 derrière. Donc, a priori, soit Bottas est aussi exceptionnel que Lewis Hamilton, soit c'est plus une affaire de bagnole. Je pencherais plutôt sur la deuxième, tu vois. Rien contre Bottas, bien au contraire. Mais à 1/10, là, c'est essentiellement la voiture qui a fait le boulot. Après, faut l'emmener, hein. Je dis pas que faut, hein. C'est compliqué, mais faut l'emmener. Bon, alors forcément, on va faire la vanne au moins une fois, hein. C'est obligé. 4 Mercedes aux 4 premières places, 2 grises, 2 roses. Voilà. Alors, deux choses. Est-ce que le plus effrayant, c'est la Mercedes de 2020 ou est-ce que le plus effrayant, c'est de se dire que la Mercedes de 2019 est plus rapide que toutes les autres voitures de 2020? Dites-moi dans les commentaires. Et un truc qui cloche. C'est pas possible qu'il y ait une seule écurie qui soit aussi performante que ça et tout le package derrière là, ça soit une seconde au minimum autour, quoi. Ça, est-ce que... Non, Mercedes triche pas, mais comment c'est faisable de aussi bien bosser, ou alors comment c'est faisable que les autres bossent aussi mal, quoi? C'est soit l'un, soit l'autre. Et en fait, c'est peut-être même les deux. Et du coup, bah, peut-être que les autres bossent très mal et que Mercedes bosse très bien et que du coup, l'écart, il est abyssal. Et alors là, ça fait peur. Ça fait peur. Troisième réaction, les Ferrari. Oui, alors forcément, on a notre petit point quotidien, entre guillemets, des Ferrari, voilà, évidemment. Les Ferrari, alors... On n'a pas vu ce que valait le nouveau package qu'ils ont apporté en Styrie, puisque bah, ils ont fait que 3 virages et que du coup, bah, c'était compliqué. Là, il a pas mal plu, les FP1, FP2, etc. ont été un peu changeants, etc. Donc, on n'a pas pu trop voir, on va dire, le rythme des Ferrari. Sauf que, bah, en course, ça s'est pas super bien passé. Non, clairement, ça s'est pas bien passé. Leclerc s'est plaint toute la course de la balance de sa voiture, c'est-à-dire qu'il appréhendait un petit peu les réactions de sa voiture, du sous-virage, du sur-virage, l'arrière qui décroche, ceci, cela. C'est vraiment l'équilibre de sa voiture, comment eh bien il la ressent au volant, etc. Vettel a fait 2 erreurs et sur les 2 erreurs qu'il fait, à chaque fois il se fait dépasser par Alex Albon. Mais les erreurs de Vettel, ça c'est probablement dû maintenant, on les voit, c'est la voiture de 2020 qui lui correspond absolument pas. Les améliorations, est-ce qu'elles ont marché? Bah écoute, en qualif, P5, P6, bon, ok, honorable. Pas là où il devrait être, mais P5, P6 quand même. Oh, ça a été les premiers à pit.
à mettre les hards. Ils se doutaient que la pluie allait pas arriver, machin. Ils étaient nulle part et à chaque fois ils se faisaient déposer par des voitures de midfield, donc ça a été vraiment très compliqué pour les Ferrari. Bon, à l'arrivée, P6 pour Vettel, P11 pour Leclerc. Heureusement que cette saison est courte. Enfin ouais, mais non. Ouais. J'allais dire, c'est une année 2020 un peu difficile à passer, les gars, vous inquiétez pas, en 2021 ça sera autre chose. Bah non, gel des châssis, etc. Donc si on reprend la bagnole de 2020 pour faire 2021, on est parti pour 1 an et demi, les potes tifosi. Donc accrochez-vous, hein, voilà, accrochez-vous à ce que vous pouvez parce que ça va être dur. Quatrième réaction, je vais parler des As. Eh oui, alors les As, c'est l'archétype de la petite écurie maintenant. Alors, ils ont connu quand même quelques bons moments depuis leur existence et depuis leur entrée en championnat du monde de Formule 1 en 2016. Ils ont connu quelques belles perfs, mais alors là, c'est les 80. Là, c'est clairement difficile. La bagnole est nulle part en performance. Les pilotes n'arrivent pas à la piloter. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc forcément, quand tu es désespéré, tu tentes des manœuvres un peu désespérées. Et pendant le tour de formation, les pilotes se sont vite rendus compte que fallait peut-être chausser plutôt des slicks que des intermédiaires. Et ouais, et donc du coup, pas mal de pilotes ont appelé à la radio en disant « Est-ce que je peux rentrer maintenant au stand pour passer des pneus slicks et faire la course ?» Sachant que ça veut dire que tu te places pas sur la grille et que tu attends que tout le monde parte pour ensuite sortir des stands. Gasly on lui a dit non, Fiat on lui a dit non, etc. Bref, donc voilà. Mais il y a 2 bagnoles blanches qui sont rentrées, les 2 As en même temps. On a mis les slicks, à savoir les pneus médiums. C'est-à-dire que c'était un peu qui tout double, hein, parce que ça pouvait se sortir au premier virage et puis en plier bagages et rendez-vous à Silverstone. Bon, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien débrouillé puisque en pneus médiums, ils ont réussi à faire monter en température les gommes et donc derrière à être performants. Et c'est surtout que après, au bout de quelques tours seulement, les autres ont commencé à s'arrêter, à mettre les pneus slick. Et les As sont remontés à la P3 et à la P4 pendant plusieurs tours. Et alors, encore plus effrayant, mesdames et messieurs, parce que là, c'est le Grand Prix de l'effrayance. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Les Ferrari sont derrière les As. Et elles n'arrivent pas à matcher le rythme de course des As, ou à peine. Alors en plus, Leclerc était en pneu soft, donc peut-être qu'il y avait trop de dégradation, ce genre de choses, mais quand même quoi. P9 quand même pour Kevin Magnussen qui ramène 2 points à l'équipe et 2 points qui vont être à mon avis extrêmement précieux vu que la saison est courte et qu'il y aura peu de chances de marquer de très gros points. Des opportunités comme ça, faut pas les louper. Bravo à As et surtout à Kevin Magnussen. En revanche, malheureusement pour Romain Grosjean, ça a été beaucoup plus compliqué. À un moment donné, il a appelé à la radio, il fait mais attendez, mais je comprends pas, la voiture ne marche plus, elle ne fonctionne plus. Bah non, tout est normal sur nos datas. Non, bah écoute Romain, démerde-toi. Voilà, donc P15 pour Romain Grosjean, c'est un petit peu dommage. Et enfin, forcément, on allait parler de la pluie, 5e réaction. La pluie, le fameux « il va pleuvoir dans 10 minutes ». Ah ouais, bah non. Pas de chance, l'énorme nuage, là, l'énorme orage qu'on devait avoir au-dessus du circuit est passé un petit peu au sud, ou je sais plus où, là, enfin bref, il est passé au nord-ouest, enfin bref, il est passé à côté du circuit, le truc. Et du coup, pas de pluie, pas de spectacle, voilà, donc c'était fini, tout le monde était un petit peu sur les dents, tout le monde, pendant 1 heure, ça nous a dit de la pluie dans 10 minutes, etc. Bon bah non, finalement, pas de pluie, pas de spectacle. Allez, petit bonus, vite fait, hein. Là, je vais vous parler que de Formule 3. La Formule 2, j'aurais pu en parler, mais je vous avoue, j'avais vraiment envie de parler de la Formule 3. Premièrement, parce que énorme victoire de Théo Pourchaire en course 1, donc en feature race. Énorme victoire de Théo Pourchaire qui a mené de bout en bout la course et qui a été en patron. Hein. Pour un gamin de 16 ans, quand même, c'est vraiment pas mal, sachant que la moyenne d'âge, c'est entre plutôt 18 ans, 18-19 ans, on va dire, en Formule 3. Ouh, punaise. Oh, il nous a sorti une course au Théo Pourchaire. Et alors, derrière, il finit avec 10 secondes d'avance tout de même sur tout le reste du field. Magnifique victoire de la part du pilote français. Et puis, on verra ce que ça donne pour la suite. En tout cas, ça promet. Il fera forcément quelques erreurs pendant cette saison. Mais dans l'ensemble, il y a du gros rythme, il y a des dépassements. Et en course 2, il a été aussi assez impressionnant. Quelques bons dépassements, belle bataille, etc. Il a fait le taf, il a rapporté des bons points pour l'équipe et pour son championnat à lui. Et alors forcément, j'avais envie de vous parler de cette 2e course de Formule 3 puisque on a eu droit à un sacré show d'un certain Bent Viscal, un pilote néerlandais que j'attendais pas spécialement de ouf.
mais qui finalement, sous la pluie, a été meilleur que tout le monde. Mais absolument meilleur. Il y avait personne d'autre dans sa catégorie. Il est parti en dehors du top 10, je crois, et il a réussi à remonter jusqu'en P1 à peut-être 10 tours de l'arrivée, peut-être un petit peu plus, peut-être 15. Il nous a sorti des dépassements dans tous les sens, des bonnes trajectoires, bien pluie, bien karting et tout. Enfin, il a régalé tout le monde, rythme monstrueux, personne n'arrivait à matcher ses temps autour. Malheureusement, le Ben Viscal s'est retrouvé à mettre un petit coup de roue sans forcément le vouloir à Igor Fraga, et donc Fraga a dû abandonner suite à ça. 5 secondes de pénalité pour Viscal, et ensuite il a dépassé un certain Logan Sargent qui était sur une des prémas par l'extérieur dans le virage 3. Sauf que ça c'était interdit, et 5 secondes de plus de pénalité. Donc il était en tête, 6 secondes d'avance sur le deuxième. Malheureusement, il aurait pu se retrouver troisième avec ses 10 secondes de pénalité, sauf que safety car à 2 tours de la fin, on finit tous sous régime de voiture de sécurité, et du coup il se retrouve P17 puisqu'il fallait ajouter 10 secondes de pénalité, et comme tout le monde a passé la ligne en même temps, bah bisous quoi. Vraiment dommage, mais vainqueur moral. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast 5. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos réactions du Grand Prix de Hongrie 2020, évidemment, dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Silverstone. On réattaquera un bon triple header, comme on dit, donc 3 courses d'affilée en 3 semaines, tout simplement. Grand Prix de Silverstone. On restera à Silverstone pour le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Et puis ensuite, on partira quand même en Espagne, à Barcelone, pour le Grand Prix d'Espagne, évidemment. Donc les Fast 5 arriveront à ce moment-là. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao.